Dans le fond, tu sais, je voulais souhaiter premièrement la bienvenue à tout le monde là, qui se joigne à nous pour cette portion-là du colloque qui est la conférence de clôture finalement, qui prend cette année la forme d'une table ronde avec trois experts invités. Fait que dans le fond, le but de la table ronde, c'est surtout de discuter des enjeux de vulgarisation scientifique, particulièrement dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Donc, on a l'honneur et la chance d'accueillir aujourd'hui de manière virtuelle trois stars de la pandémie de la COVID-19 de la dernière année. Donc, je vous présente Dr. Maryse Gay, qui est professeure titulaire à la Faculté de médecine et sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, qui travaille à la direction de la santé publique en Montérégie. Dr. Gay a un intérêt particulier pour les programmes de vaccination notamment. On accueille aussi Dr. Caroline Quach, bien connue, professeure titulaire au département de microbiologie, d'infectiologie et d'immunologie à l'Université de Montréal, professeur associé au département d'épidémiologie et de biostatistique de l'Université McGill aussi, et je crois des collaborations avec l'Université libre de Bruxelles. Travaille en prévention et contrôle des infections, clinicienne-chercheur supportée par le FRQS et présidente du Comité consultatif national du Canada en immunisation. Finalement, M. Philippe Mercure, qui est titulaire d'une maîtrise en génie physique. Je l'ai appris en faisant une recherche Google sur vous, très intéressant, qui s'est ensuite converti vers le journalisme après, je crois, avoir remporté la bourse Fernand-Séguin en 2003, qui écrit pour la presse en 2005, initialement aux affaires économiques, mais plus récemment, qui s'intéresse aux enjeux scientifiques. Donc, un immense merci à vous trois d'être là cet après-midi. Je commencerai peut-être cette table ronde, là, en fait, de la façon que je pensais fonctionner, c'est d'adresser certaines questions ouvertes. Il y a certaines questions qui sont plus spécifiques là, à un de vous trois. Donc, sans plus attendre, comme on fait ça sous forme un petit peu d'entrevue, table ronde, la première question qu'on aurait pour vous, c'est savoir un peu quand vous êtes confronté à une entrevue ou quand on vous convoque pour une entrevue, quel genre de préparation faites-vous en vue là, de ces entretiens-là? Peut-être, Dr. Quach, comme on vous voit peut-être un peu plus souvent dans les médias, je commencerai par vous adresser la question là, concernant la préparation. Bien, quand j'ai commencé en 2003, ma première préparation à une entrevue m'a pris 3 heures. C'était sur une question d'influenza, mais j'avais été relire toute l'épidémiologie, tout ce qui se passait au Canada. Puis honnêtement, depuis le début de la pandémie, parce que j'essaie de limiter mes interventions dans mes domaines d'expertise, je ne fais pas nécessairement plus de préparation que tout ce que j'ai déjà lu. De façon générale, j'ai une assez bonne compréhension en fait, de ce qui existe dans la littérature, particulièrement autour des vaccins, de la prévention des infections. Vous aurez remarqué que je ne parle jamais de traitement parce que je ne suis pas à jour sur les traitements. Et donc, contrairement à d'autres qui sont plus généralistes, moi, j'essaie de me limiter à mes champs d'expertise. Et parfois, la plupart du temps, on sait même pas quelles questions vont nous être posées, fait qu'il faut vraiment juste être capable de répondre rapidement. Parfois, certains journalistes vont m'envoyer des articles au préalable pour me dire, écoute, j'aimerais ça que tu me commandes tel article ou tel autre. À ce moment-là, évidemment, je le lis, je fais une revue critique de l'article comme vous le feriez tous là, dans votre PhD ou maîtrise. Et la seule fois où j'ai vraiment des questions de recherchistes à l'avance, c'est le dimanche matin là, pour Franco Nouveau, où la veille, on m'envoie une liste de questions, parfois avec des articles attachés, parfois sans. Puis là, ben, dans les domaines où je suis moins à l'aise, je vais lire ou j'appelle des amis, puis je me renseigne. Mais en gros, je vous dirais que la plupart du temps, c'est vraiment sur la gueule. Est-ce que, Dr. Gay, vous vous préparez ou ne vous préparez pas finalement de la même façon? Bien, comme Dr. Quach le dit, ça dépend des sujets habituellement. Ça dépend aussi des médias. Moi, souvent, c'est en lien avec l'université. Donc, l'université, les gens, les médias de l'université nous transmettent certaines questions. Ou même maintenant, depuis la COVID, bien, les journalistes, les recherchistes, souvent, ont directement nos coordonnées. Donc, ils nous envoient par texto ou par courriel
leurs questions. Donc là, on peut savoir si c'est des sujets qu'on connaît. La plupart du temps, donc, c'est des sujets qu'on connaît. Puis comme Dr. Quach le dit, je me limite à des sujets que je connais, mais des fois, les journalistes nous amènent vers d'autres voies là, on doit se revirer sur un dixaine. Mais bon, la plupart du temps, ce n'est pas une grande préparation parce que c'est des sujets qu'on connaît. Autrement, ça peut arriver aussi qu'on reçoive un article qu'on doit commenter. Donc là, on prépare l'article. Donc, ce n'est pas des très longues préparations, même si dans notre tête, ça trotte, sachant qu'on a une entrevue le lendemain, bien, la veille, tu y penses. Puis peut-être que quand même, en tout cas, moi, j'ai le trac quand même si j'en ai fait quelques-unes. Puis je n'ai pas l'expérience de Dr. Quach, évidemment. Mais on a quand même un certain trac. Donc, je sais que quand j'en ai une le lendemain matin, disons que la nuit est moins bonne. Mais bon, peut-être que c'est mon cerveau qui se prépare. On peut comprendre, ça serait la même chose pour moi, j'imagine. Monsieur Mercure, de votre côté, si vous approchez quelqu'un du domaine médical pour un entretien, une entrevue, est-ce que vous procédez de cette façon-là, vous transmettez la plupart du temps certaines questions qui ont un intérêt particulier pour vous, ou vous aimez mieux garder l'interlocuteur plutôt ouvert, puis pour que ça soit plus naturel? Bien, je vous dirais que c'est très variable. Moi, je suis à l'écrit, donc nous, on n'a pas de recherchistes. Il y a des fois où on a le loisir de se préparer comme il faut. On peut aller lire. S'il y a des études scientifiques, moi, souvent, si j'ai le temps, je les lis, là, même si ma compréhension n'est pas toujours bonne là, quand on a une étude devant nous. Mais moi, j'aime toujours bien la lire, au moins la parcourir. Comme ça, quand la personne nous parle, on peut faire des liens entre ce qu'on a mal compris dans l'étude et ce que la personne nous dit. Mais bon, évidemment, nous, on a des contraintes de temps. On est souvent sur des deadlines. Donc, ça arrive que le sujet tombe à 14 heures. Il faut rejoindre l'expert rapidement. S'il prend le téléphone à 14h05, on n'a pas fait beaucoup de préparation. Donc, on fait notre débriefing avec l'expert en question. C'est lui qui nous nourrit un petit peu. Là. Donc, il y a des cas très, très variables. Mais ça arrive qu'il y a une préparation, malheureusement, là, très, très minimale. Je comprends. Puis, j'imagine, pour un journaliste, y a-t-il certaines sources que vous allez chercher plus souvent? Qu'est-ce qui fait, mettons, que vous allez choisir une source plus qu'une autre? Y a-t-il une relation de confiance que vous avez avec peut-être certains médecins ou certains acteurs du domaine scientifique? Allez-vous chercher ces mêmes sources-là plus fréquemment? Comment vous procédez habituellement? Bien, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont de l'information. Alors, si on veut savoir où en est l'état de la vaccination, bien là, il faut appeler souvent au cabinet du ministre de la Santé, puis l'information se trouve là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont cités dans nos articles et il y a des gens à qui on parle qui ne sont pas cités. On a beaucoup de sources anonymes. C'était particulièrement vrai dans la COVID, là, des gens qui sont dans les DSP, qui sont dans la machine gouvernementale, qui sont même des usagers du système de santé. Donc, on parle à beaucoup de gens qui ne sont pas cités. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est méconnu là, parmi les gens qui lisent les articles. On a l'impression qu'il y a juste les gens qui sont cités, qui ont été interviewés, mais ce n'est pas le cas. Quand vient le temps d'obtenir des commentaires sur des situations, bien évidemment, on se tourne vers les gens qui, d'abord, sont disponibles. Là, nous, on a des contraintes de temps, donc il faut quelqu'un qui réponde au téléphone. Et oui, on développe des liens de confiance avec certaines personnes. D'abord parce qu'ils nous expliquent clairement les choses, mais il y a aussi une notion d'honnêteté, je vous dirais, justement, on en a parlé, là, mais vous avez dit, on répond dans nos domaines d'expertise. Il y a deux problèmes auxquels on se bute, je vous dirais, là, dans le monde scientifique, c'est qu'il y a des gens qui refusent de se prononcer à moins qu'on soit dans l'expertise extrêmement pointue dans laquelle ils ont été formés. Et ça, c'est un peu agaçant parce que ces gens-là finissent par se prononcer sur rien. Là. Des fois, on a le goût de leur dire, bien, écoutez, vous avez quand même une expertise qui on pense transférable à d'autres choses. Et à l'autre extrême, bien, il y a des gens dans les universités qui vont répondre à n'importe quelle question qu'on leur pose et c'est au fil du temps qu'on se rend compte, mon Dieu, ça ne repose pas toujours sur grand-chose. Alors, on vient à savoir, bon, qui est honnête dans ses réponses, qui nous fournit des trucs qui sont soutenus par des données, par la science, par une expertise réelle. Et bon, Dr. Quach, on s'est parlé souvent pendant la pandémie, vous étiez à la fois très disponible, vous êtes une excellente vulgarisatrice, vous preniez le téléphone. Donc, et souvent, on avait des échanges assez brefs d'ailleurs, on voulait vérifier certaines choses, moi je voulais vérifier des formulations. Je pense à Alain Lamarre, à l'INRS, que j'appelle extrêmement souvent parce que sur la question des vaccins, il répond, il est très bon. Donc oui, on a ce réseau de gens-là à qui on fait confiance et à qui on parle.
Peut-être un dernier point, c'est que des fois, il y a des gens qui sont un peu à l'écart du consensus et moi, je m'assure quand même de leur parler. Pendant la COVID, on avait des gens là, qui critiquaient beaucoup les mesures gouvernementales. Bon, moi, j'essaie de mettre mon opinion de côté quand je suis journaliste. À un moment donné, ces gens-là s'inscrivent en faux du consensus. Moi, je tenais quand même à avoir des discussions avec eux. Là. Ça ne veut pas dire qu'on retient toujours leur truc. Nous, on fait une balance à un moment donné de ce que tout le monde dit. Mais moi, je trouvais important d'aller vers des gens qui avaient un esprit plus critique aussi. Là. Je comprends. Et puis, Dr. Gay, oui. Oui, bien, est-ce que je peux me permettre d'ajouter en lien avec ce que vous dites quand vous allez chercher les opinions un peu divergentes et la balance? Puis je comprends que ça fait partie de votre travail parce que vous devez aller chercher toutes ces opinions. Mais je peux quand même apporter le fait que parfois, les gens sur le terrain, quand ils voient ces opinions divergentes ou ces aspects-là, des fois, les gens ne comprennent pas. Bon, puis on leur explique, bien, ça fait partie du travail du journaliste, ça fait partie d'aller chercher les deux points. Puis souvent, les gens, comme je vous dis, sur le terrain, ça les frustre, mais bon, il faut juste expliquer que ça fait partie de votre travail et ça fait partie de comment on doit transmettre l'information. Oui, mais nous, on essaie d'éviter ce qu'on appelle le he says, she says. Hein? Quelqu'un dit ça, puis là, on laisse les lecteurs se débrouiller avec ça. Ça, ce n'est pas du journalisme qui est très, très sérieux. Là. Alors, nous, on essaie aussi de lire des études, d'aller dans le fond des choses, puis de voir ce qu'il y en est vraiment. Dans le cas de la COVID, ce qui était difficile, c'est que les connaissances étaient en évolution, c'était assez compliqué. Donc, des fois, moi, je disais, bien, il faut aussi là, mettre ce bémol-là que certains apportent. Là. Effectivement, c'est un bon point. Docteur Quach, vous, de votre côté, qu'est-ce qui fait que si vous êtes approché une fois par un journaliste, puis on vous sollicite par la suite, qu'est-ce qui fait que vous répondez à nouveau à leur demande? Y a-t-il une relation de confiance qui s'établit avec certains partenaires du milieu journalistique? Comment vous voyez ça? Ben, c'est sûr que j'ai mes préférés, là, avec qui je m'entends mieux, puis avec qui j'échange plus régulièrement. J'essaie quand même de rester assez démocratique, c'est-à-dire que, bon, oui, c'est plus facile de faire toujours la presse et Radio-Canada, mais je pense qu'à un certain moment, il faut aussi faire les autres partenaires parce que le public est partout, puis je peux pas non plus juste me cantonner à un public particulier. J'ai pas barré qui que ce soit de ma liste, là, de façon générale. J'ai eu quelques accrochages parfois où les gens ne me laissaient pas parler, puis j'ai dit clairement aux recherchistes, écoute, la prochaine fois, ils ne me laissent pas parler puis qu'ils me coupent aux 3 secondes, j'en ferai plus. Puis donc, à ce moment-là, ça s'est calmé, mais je suis assez ouverte de façon générale. Bon, parfois, j'essaie de... Je sais que les gens au com ici, parfois, me disent, écoute, c'est un réseau local de région, tu n'es pas obligé de le faire. Mais en même temps, je me dis, si moi, je ne vais pas parler en Acadie puis que je ne vais pas parler au Saguenay, qui est-ce qui va y aller? Je pense qu'ils ont aussi le droit d'avoir cette information-là, donc je le fais. Probablement moins souvent que Montréal, évidemment, parce que Montréal m'appelle tout le temps. Mais vraiment, là, j'essaie de rester assez ouverte. Puis, j'ai pas rencontré aucun journaliste qui était désagréable ou malhonnête. Au point où je voulais pas y reparler. Là, jusqu'à maintenant, ils sont gentils. Donc, il y a quand même une sensation de devoir un petit peu, puis d'engagement comme ça, peu importe finalement le média. Là. Ben moi, oui. Alors, c'est pour ça que j'essaie de faire de l'écrit, de la télé, de la radio, de l'Internet. La seule chose que je ne fais pas, c'est le média social parce que moi, personnellement, ben, je ne suis pas capable. Docteur Gay, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été confronté? Peut-être avoir refusé des deuxièmes demandes d'entrevue ou des situations où ça a été plus difficile, puis vous vous dites, je ne retournerai pas vers ces gens-là? Bien, comme Dr. Quach, j'essaie d'être démocratique, puis on dirait que moi, j'ai souvent les médias à Sherbrooke à cause de l'université. Donc, bon, c'est autant TVA que radio, télé, Radio-Canada. Puis aussi dans la communauté, dans la région de Longueuil, la radio communautaire de de Longueuil, ce n'est pas communautaire, mais c'est la radio régionale et puis les médias, le Courrier du Sud, par exemple, qui est de la région de Longueuil. Donc, je vais dans toutes ces voies-là. Mais c'est vrai que dans certaines situations, sans dire qu'on les oublie ou qu'on les évite, parfois, si c'est moins facile pour mon agenda, mon horaire, je vais plus souvent décliner avec certains, sachant que
c'est peut-être moins agréable, mais comme le Dr. Quach dit, la plupart du temps, c'est agréable, puis les gens sont respectueux. Bon, il y a peut-être une fois dont je me souviens, là, puis aussi, il y a certains médias qui sont moins organisés, moins fortunés. Quand tu parles à un écran noir, puis que tu n'as pas de retour, puis tu ne sais pas si le journaliste ou la journaliste ou la personne avec qui tu parles, si elle est satisfaite ou pas de ta réponse. Puis que, bon, là, tu te dis, bien là, c'est fini. Bon, ça, c'est moins agréable. Alors, ces médias-là, bon, comme je vous dis, on essaie, on est peut-être moins disponible quand on a d'autres choses à faire. Mais j'essaie aussi, mais je suis moins sollicitée que Dr. Quach, évidemment. Mais ça vient presque à tous les jours, en tout cas avec la COVID, là, sinon à toutes les semaines. Trouvez-vous qu'il y a des défis particuliers? Étant un scientifique dans l'âme, on a plus tendance, surtout quand on communique avec des collègues, de le faire plus dans des termes scientifiques. Mais si on parle justement du vif du sujet, de la vulgarisation, y a-t-il des défis particuliers quand on s'adresse à des médias plus d'intérêt public à faire passer certains messages qui sont d'ordre plus scientifique? Bien, je vais me lancer. Moi, c'est pas. Bon, c'est vrai que le vocabulaire, il faut faire attention. Puis quand on emploie un mot qui a plus que 3 syllabes, il faut réaliser, OK, là, je dis le mot épidémiologique, mais là, les gens commencent à connaître ce que ça veut dire. Mais des mots plus longs, bien là, après ça, il faut vulgariser. Moi, c'est plutôt l'attitude par rapport à la réponse aux questions. Parce que, bon, comme prof, on développe des stratégies pour, quand on se fait poser une question, pour retourner la question à nos étudiants ou la reformuler pour que l'étudiant réfléchisse avec le prof. Puis là, bien, quand tu es un journaliste, tu n'es pas en train de retourner. Donc, il faut que, au point de vue mental, que tu dises, OK, là, maintenant, je reçois une question et il faut que j'y réponde, il faut que j'apporte la réponse. Donc, c'est cet exercice-là qui me demande plus, qui me semble plus... comme à un autre niveau au point de vue en tout cas, de l'organisation de mon cerveau. Là. Et puis ça, c'est comme un réflexe parce que dans une même journée, on enseigne, après ça, on fait l'entrevue. Donc, c'est de passer à tous ces niveaux-là puis de changer ta manière de parler ou de répondre. C'est ça que je trouve plus difficile au quotidien. Là. C'est vraiment intéressant ce parallèle-là avec l'enseignement, dans le fond, où c'est vrai que le message ou la réflexion qu'on veut transmettre, c'est une méthode différente. C'est-tu quelque chose que vous vivez aussi, Dr. Quach? Il faut que j'avoue, je suis impressionnée, Maryse, par toute la réflexion que tu mets autour de ça. J'y avais jamais pensé. Pour moi, donner une entrevue, c'est comme enseigner, mais je n'avais pas perçu ces différents niveaux-là. Pour moi, c'est inné. Là. Je réponds à la question, puis je réponds à peu près au même niveau à un étudiant de premier cycle qu'à un journaliste. Je pense que de façon générale, ils comprennent. Puis ce que j'ai toujours dit à mes étudiants, c'est, là, tu me répètes ça, là, mais je veux que ta grand-mère comprenne. Et ça, je le dis toujours aux étudiants. Puis donc, ils sont obligés de le reformuler en se mettant en scène devant leur grand-maman, en disant, ouais, je lui ai expliqué que le risque relatif était 2 fois plus grand. Elle n'a rien compris, là. Fait qu'ils le reprennent. Et je pense qu'en faisant cet exercice-là avec les étudiants, moi, je fais la même chose, mais c'est vraiment de me mettre à un niveau du public général. Si l'étudiant comprend, le public comprend, c'est correct. Puis éventuellement, on finit tous par maîtriser l'espèce de jargon scientifique, puis on a tendance à utiliser beaucoup trop d'acronymes pour le commun des mortels, mais je n'avais jamais fait cette décortication réflexive-là, Maryse. C'est extraordinaire. Puis c'est hyper intéressant, mais je ne l'avais pas fait. Monsieur Mercure, vous, avez-vous des attentes particulières par rapport aux scientifiques que vous questionnez ou des chercheurs qui communiquent les résultats de leur recherche par rapport au niveau de vulgarisation? Ou des fois, est-ce que vous êtes face à des gens où vous dites, ouf, au niveau de la communication, là, de la vulgarisation, c'est pas adéquat, puis là, vous devez un peu refaire le travail à rebours pour faire comprendre ensuite à votre auditoire? Oui, mais je vous dirais que ça m'achale pas tant que ça parce que moi, j'ai l'avantage d'être à l'écrit. Hein. C'est sûr qu'à la télé, quelqu'un qui ne vulgarise pas, ça ne fonctionne pas. À l'écrit, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je dois comprendre moi-même. Si je veux le rendre au public après, moi, il faut que je comprenne. Donc, je m'assure de comprendre. Ça arrive très bien, puis ça ne me dérange pas, moi, un chercheur qui utilise des mots que je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais peur d'avoir l'air fou puis de poser des questions. La pire chose qu'on peut faire, c'est faire semblant de comprendre. J'ai fait ça là, au début de ma carrière. Quelqu'un te parle, tu te dis, tu vas avoir l'air intelligent. Tu dis, oui, oui, oui. Là, tu dis, je vais aller sur Google après pour comprendre. Puis ça ne fonctionne pas. On se plante, on ne comprend pas.
Donc, moi, mon grand défi, c'est de comprendre. Puis si le chercheur n'est pas capable de me le transmettre, bien là, c'est là qu'il y a un dialogue avec lui que le public ne voit pas de toute façon parce que je suis à l'écrit. Moi, c'est ce que j'adore de ce média-là, c'est que là, on peut s'entendre. Moi, je vérifie ma compréhension dans mes termes. Là, il y a un ajustement qui se fait. Puis souvent, c'est comme ça, en fait, que moi, je trouve mes analogies, mes trucs pour expliquer, c'est de concert avec le chercheur. Tu sais, on se dit, bien, si j'explique ça comme ça, est-ce que ça vous va? Là, il dit, non, 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 tu ne comprends pas, tu simplifies trop. Donc, on s'entend comme ça sur des termes, et puis après, moi, bien, je peux prendre ma plume puis le rendre comme je veux en prenant des citations. Puis même souvent, les citations, je les travaille indirectement. Là. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon. C'est pas comme on se dit, bien là, on va travailler une citation, mais au cours du dialogue, bien là, on peut justement venir clarifier des choses qui ne sont pas claires. Alors, moi, j'ai cette image-là en tête. Je pense que je n'ai jamais dit ça à personne, mais j'ai l'impression d'être un plongeur qui va chercher des perles dans le fond de la mer. Plus je vais profondément, plus je trouve des perles intéressantes. Donc, il faut que je fasse l'effort de comprendre en profondeur. Et après, moi, il faut que je la remonte en haut pour l'expliquer aux gens. Donc, c'est un double travail de compréhension, puis ensuite de livrer. Mais je pense que le travail le plus important pour moi, c'est de m'assurer de comprendre profondément ce que les gens me disent. Sinon, je ne serai pas capable de le rendre correctement. Je pense que c'est ça le grand défi. C'est vraiment intéressant parce que dans le fond, on peut sentir qu'il y a une partie du travail de vulgarisation qui doit venir de l'interviewé, du scientifique, mais finalement, le journaliste, il est pour quelque chose aussi. Là. En tout cas, surtout à l'écrit, si je comprends bien, ça vous donne un avantage. Là. Bien, je ne veux pas dire que c'est surtout à l'écrit. J'ai fait un petit peu de télé, j'ai fait des stages de découverte, c'est un peu la même chose. On débrief avec les chercheurs, il y a du montage aussi. Puis quand on voit que le niveau de langage n'est pas bon, on réaligne les choses. Là. Mais oui, on aime penser qu'on a un certain rôle aussi dans la digestion de l'information et de la façon de la rendre au public. Là, ouais. J'aime le terme digestion. Je suis gastro-entérologue en passant. Bien joué. On parlait un petit peu plus tôt des questions. Bon, des fois, Dr. Guy, Dr. Quach, on vous fournit certaines questions. Parfois, c'est plutôt à l'improviste. Pour ce qui est des questions qui ne sont pas prévues ou non préparées, y a-t-il une façon de gérer ça? J'ai cru comprendre, dans le fond, il y a surtout un bagage de connaissances de base, bien connaître son sujet. Donc, on se croit préparé là, pour ces questions-là. Moi, bon, ça ne m'arrive pas en entrevue, mais on peut penser dans des présentations, dans des gros congrès scientifiques, on est toujours bien à l'aise pour présenter sa recherche, mais quand vient le temps des questions, on les appréhende toujours un petit peu plus. Avez-vous des trucs pour gérer ces questions-là? Peut-être, Dr. Gay, je vous entendrai en premier. Je pense qu'il faut toujours être honnête là, au départ. Encore ce matin, j'ai eu une entrevue, puis ce qui était prévu, ça ne m'a pas été demandé du tout. Là, j'ai dit, j'ai dit à mon interlocuteur, j'ai dit, bien là, vous m'amenez sur un terrain glissant. Donc, pendant que tu dis ça, bien là, ça te permet de réfléchir aussi à qu'est-ce que tu vas dire. Puis là, le journaliste m'a dit, oh, vous êtes capable de répondre. Donc, alors, il faut être honnête. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Et puis, il ne faut pas parler à travers son chapeau. Je pense que c'est ça qui est le principal. Mais le pendant, c'est qu'on ne veut pas avoir l'air imbécile non plus. Donc, c'est d'avoir un équilibre. Et je pense que les gens comprennent, tant à l'écrit qu'à l'oral, qu'on doit être honnête et qu'on est sincère. Puis, juste un petit aparté puis, par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas aussi... Des fois, on dit des choses, puis on se dit « Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû dire ça comme ça », mais ce que les gens retiennent aussi, surtout à la télé, là, je pense, la radio aussi, ils retiennent plus quelque chose de général, de quoi tu as l'air, qu'est-ce que tu dégages, parce que je suis toujours surprise quand, bon, un exemple un peu anecdotique, là, mais ma mère, à chaque fois, quand on se parle de ça, je dis « Puis, as-tu compris? Qu'est-ce que j'expliquais? » As-tu un nouveau manteau? C'est ça qu'elle retient, elle. Bon, puis là, je parle de ma mère, mais je pense à peut-être d'autres personnes qui, le contenu, bon, ils retiennent en général, ou elle a parlé de vaccination, puis elle est d'accord. Donc, ça a l'air correct. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Puis des fois, quand je lis des citations à l'écrit, je dis « Oh mon Dieu, j'ai vraiment dit ça. » Puis s'il y a des guillemets, bien, probablement que j'ai dit ça parce qu'il y a des guillemets. Mais donc, alors, tout ça pour dire, les questions pour lesquelles on n'est pas capable de répondre, bien, on dit qu'on n'est juste pas capable. Puis c'est comme ça. Puis il faut être honnête dans ce qu'on dit.
Docteur Quach, avez-vous des trucs aussi, comme, y a-t-il une façon, mettons, vous donnez une réponse, vous êtes moins satisfaite, comment vous vous rattrapez dans ce temps-là? Ça dépend du médium, ça dépend du journaliste. Alors, Philippe est journaliste scientifique, on est capable d'avoir une conversation beaucoup plus poussée, puis si je le sais pas, je le sais pas, je lui dis, il comprend, il l'écrira pas. Quand je fais une entrevue télé où ça va être clippé, bien, encore une fois, tu as une certaine marge de manœuvre. Je dirais que les plus corsés, là, c'est les entrevues politiques. Alors, avec mon poste de présidente du Comité consultatif national de l'immunisation, je me suis retrouvée sur Power Politics, Power Play, Les Mordus, nommez-les. Et c'est plus là-dessus, et encore davantage dans les réseaux anglophones que francophones. Mais dans les réseaux anglophones, quand je me fais driller par Joyce Napier ou par Evan Solomon, c'est pas pareil. Je peux pas dire je le sais pas. Alors, là, c'est là où ton training en communication marche. Il faut que tu contrôles le message. Contrôler le message, ça veut dire ramener le journaliste sur le terrain que tu connais, répondre à la question par une question détournée, puis réussir à encapsuler ton message dans les deux, trois messages que tu voulais dire au début de ton entrevue. Donc, ça c'est vraiment complètement différent. C'est plus moi comme scientifique qui parle, c'est moi quasiment avec un chapeau politique qui dit là, c'est pas vrai que je vais me faire attraper 2 pieds dans la trappe, puis je me suis fait attraper les 2 pieds dans la trappe une fois sur 800, c'est correct, mais ça dépend toujours, ça dépend vraiment du contexte. Mais je pense que quand on devient un porte-parole, ça prend une base de formation en communication, honnêtement. Là, moi, je l'avais eu quand j'étais à McGill, puis je m'étais fait driller les premières fois comme il faut autour de l'Ebola puis de l'entérovirus des 68. Et ils étaient bons en com. Il y avait une bonne stratégie de com, puis ils m'avaient dit, écoute, là, tu vas pas là si tu cadres ton message comme ça, mais ça vaut la peine de prendre cette formation-là. Pas pour cacher des messages, mais juste pour que quand tu es pris de court avec une question où ils essayent vraiment de te pogner dans un coin, tu es capable de te sortir du coin. Puis, c'est pas Philippe qui fait ça, c'est vraiment toutes les émissions plutôt politiques, là, parce qu'eux, ils sont habitués de se batailler dans le coin avec le politicien, mais ils ne réalisent pas qu'on n'est pas politicien. J'imagine que ça vient chercher les émotions, là. Écoutez, là, on dirait que je suis un journaliste scientifique, un journaliste sportif qui interviewe le coach du Canadien, là, mais comment vous gérez les émotions, justement, là, quand ça embarque comme ça? Ben, soit tu fais comme Marc Bergevin, non, c'est une joke, mais l'idée, c'est de ne pas se laisser entraîner là-dedans, c'est de garder la tête froide, puis toujours un pas en arrière, où tu dis, écoute, je comprends où est-ce qu'il veut m'amener, là, mais il faut vraiment regarder l'entrevue quasiment à 2 niveaux, là, où tu donnes ta réponse, puis tu dis, voici où ils essaient de me coincer. Mais je pense que ça vient avec la pratique. T'sais, moi, contrairement à Maryse, j'ai plus de trac, ou à peu près plus. Souvent, je prends l'entrevue 15 minutes plus tard, fait que j'ai même pas le temps de m'énerver. Mais autrement, écoute, je dormirais pas puis je perdrais du poids, ça serait peut-être intéressant, mais bon, ça marche pas. Mais ceci dit, je pense que c'est vraiment d'essayer de laisser passer l'émotion puis pas de te faire emporter par la vague, autrement t'es fait. Puis là où je pense que c'est le plus difficile, c'est quand tu es relativement confortable avec le journaliste, parce qu'il y a des gens avec qui je parle régulièrement, puis il y a différents niveaux. Il y a une fois où je vais sortir une joke parce que c'est pas dans un contexte d'entrevue, mais quand on est dans un contexte plus formel, il faut pas que ce niveau-là passe parce que c'est là où tu te fais prendre, où tu dis des choses qui sont pas contrôlées, puis là, ça t'amène sur un terrain, mais Dieu du ciel, tellement glissant. Je comprends. Docteur Guy, est-ce que c'est la gestion des émotions, c'est-tu quelque chose auquel vous êtes confronté dans certains types d'entrevues aussi? Oui, ça peut arriver, là. Ça m'est arrivé encore dernièrement, là. C'est une question, on parlait de vaccination, puis des confinements, puis la journaliste m'a demandé à quoi vous avez le plus hâte? Je m'en attendais pas, puis là, ton cerveau, parce que là, il faut que tu répondes. Puis là, les émotions sont venues, puis j'ai eu les yeux dans l'eau, mais il faut dire que j'ai les yeux dans l'eau facilement, là, mais il faut dire que la fatigue, ça fait 1 an et quelques qu'on est là-dessus. Puis c'est vrai, là, je le ressentais, j'ai hâte d'embrasser mes enfants, mes petits-enfants. Donc là, c'est de raconter ça, mais là, tu es live, tu ne peux pas l'arrêter. Donc, c'est de dire, ben, je suis désolée, les émotions m'ont emporté. Puis, c'est comme ça. Puis là, ça a fait le tour du Québec.
Ça fait du méchant bon contenu quand les Oui, par mais exemple, là. oui, Tu vas mais être au bye-bye, Marie, l'année prochaine. pardon? Je vais être au bye-bye sûrement, la broyade de l'Université de Sherbrooke, là, tu sais. C'est quand même touchant, là, cette histoire-là, mais Ouais. dans le fond, c'est pas toujours facile de contrôler ça, c'est vrai, surtout dans un contexte comme celui dans lequel on est actuellement. Oui, une autre fois, une journaliste me demande qu'est-ce que vous conseilleriez, c'est par rapport à la vaccination qu'on arrêtait à 45 ans pour AstraZeneca, à vos neveux, vos nièces. Là, tu sais, je me suis dit, ben, j'en ai pas de neveu, de nièce, 45 ans. Qu'est-ce que... c'est comme si tu es dans un état, là, ben, je ne sais pas comment, tu réponds, mais là, c'est comme ton cerveau, il dit, ben, pourquoi tu répondrais à ça? Tu n'en as pas de neveu, nièce. Bon, c'est pas les émotions, mais c'est comme s'il faut que tu empêches ton cerveau de penser à des affaires qui n'ont pas d'allure. Donc là, il faut que tu te ramènes. Mais bon, c'est comme dit Caroline, il faut essayer de rester focus. Peut-être que avec l'expérience, avec l'âge que j'ai, je ne l'aurai peut-être jamais, mais bon, c'est comme ça. Tout à l'heure, Dr. Quach, je vous disais que vous aviez eu déjà un training en communication. Fait que c'est sûr, pour des habiletés de vulgarisation, de communication, c'est vraiment excellent. Dr. Guy, si vous n'avez jamais eu cette formation-là formelle, comment vous avez développé vos habiletés de vulgarisatrice? C'est-tu seulement en venant sur le tas avec l'expérience? Ou... Ben, l'expérience aide, mais à cause de ma spécialité de médecin de santé publique, ça fait partie de la formation qu'on a en cours de formation, en cours de résidence. Et on le pratique avec nos résidents. Donc, j'ai développé ces aspects-là. Donc, le contenu du message, tes lignes, de rapper après ta phrase. Donc, c'est des techniques qu'on nous apprend. Mais il faut pratiquer, puis ça, c'est n'importe qui. Puis c'est ce que je dis à mes étudiants. J'essaie de trouver avec l'étudiant, bon, c'est qui ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Bon, dernièrement, j'ai une étudiante, c'était Adèle. Bon, elle adorait Adèle. Donc là, je disais, tu sais, Adèle, là, elle chante, là. On dirait qu'elle chante elle dans le nez. Tu sais, ça vient tout seul. Mais tu ne sais pas combien de jours, d'heures de pratique qu'elle a fait pour arriver. Donc, c'est vrai que la base, c'est de la formation, mais je pense qu'il faut de la pratique pour que ça fonctionne bien. Donc, alors, j'aime aller vers des exemples qui sont proches de mes étudiants, entre autres, pour aller. Puis là, moi aussi, j'essaie de penser, bien, c'est que les personnes, puis de pratiquer. Moi, vous me l'apprenez, là, que ça fait partie du programme de formation en santé publique. C'est-tu beaucoup de temps que les étudiants mettent dans ce genre d'entraînement-là? Mon Dieu, le nombre d'heures, c'est pas le gros. Ben, de toute façon, dans les compétences CanMed, là, bon, là, c'est peut-être pour les étudiants qui ne sont pas médecins, bon, il y a différents types de compétences. Puis dans la compétence de communication, il y a les communications avec les médias et il y a des objectifs en lien avec ça et des pratiques qu'on fait avec nos résidents. Bon, le nombre d'heures, bon, en pourcentage, c'est peut-être quelques pourcentages, mais c'est pas la majeure, mais c'est une partie quand même du curriculum, si je comprends bien. Puis je peux vous dire qu'au Collège Royal, ça fait partie souvent des habiletés qui sont testées aux examens de spécialité. Oh, ça veut dire que c'est une citation à l'examen oral. Prenez-en bien note. Peut-être. Confirmé. Peut-être. OK, on ne prend pas la mèche. D'accord. Si je passais à une prochaine question, est-ce que vous pensez, peut-être, M. Mercure, est-ce qu'il y a des limites à la vulgarisation scientifique? Y a-t-il un point où, là, à un moment donné, on ne peut pas vulgariser plus pour ne pas rendre le message trop édulcoré, là? Sans doute. Ceci dit, moi, je fais partie de ceux qui pensent que tout se vulgarise. Là. Je pense que même quand on parle de physique quantique, il y a des moyens de rendre ça aux gens. Ça m'est jamais arrivé, là, très honnêtement, un chercheur qui m'appelle et qui me dit « Ton article, c'était trop simple, j'ai pas aimé ça ». Ça n'arrive pas. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ce qui peut arriver, moi, je trouve que le gros danger, c'est de ne pas mettre l'étude en contexte, en fait. Disons qu'il y a une étude qui sort, qui est publiée dans Nature. Le grand danger, je pense, c'est d'exagérer la portée de l'étude. On le voit dans les communiqués de presse des universités, souvent c'est fait. J'ai déjà parlé à des gens, là, des gens qui ont des postes très, très prestigieux dans les universités qui vont nous berner à quelque part sur la fameuse notion la fameuse différence entre une corrélation et une relation de cause à effet. Là. Des fois, les chercheurs nous présentent des trucs, puis on essaie de pimper les résultats. Là. Donc, pour nous, le plus grand danger, je pense, c'est ça. C'est de ne pas mettre une étude en contexte et de lui accorder trop d'importance.
Ça m'est déjà arrivé d'écrire quelque chose, parler à un chercheur. Bon, des fois, on fait mal nos devoirs, on n'a pas toujours le temps. Présenter un côté, puis là, se rendre compte le lendemain, parce que les autres chercheurs nous appellent, de se rendre compte qu'on a présenté une école de pensée et non pas l'ensemble de la connaissance sur un truc. Mais trop vulgarisé, honnêtement, là, moi, ben, c'est sûr que oui, mais il y a moyen de s'arranger. Tu sais, comme je vous dis, moi, je suis en dialogue avec les chercheurs. Je teste souvent mes images, je teste mes analogies. Je dis, ben, si on présente ça comme ça vous semble correct. Puis, j'ai jamais de problème en ce sens-là. Dr. Quash, Dr. Harry, trouvez-vous que c'est un problème, ça? Peut-être justement des chercheurs, des scientifiques qui veulent trop pousser leur truc. En tout cas, moi, pour être aussi un petit peu dans le milieu scientifique, il y a une pression de publication, hein, on ne se le cachera pas chez les universitaires. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai? Oui, là, je pense que surtout pendant la pandémie où tout est sorti en preprint, en plus de sortir par communiqué de presse avant de sortir comme un abrégé, on entendait parler d'une étude 3 fois, puis à chaque fois qu'on passait une étape, elle se dégonflait un peu, là. Donc, j'avais pas réalisé que c'était si fréquent avant. Probablement que Maryse a plus d'insight là-dessus parce qu'elle est directrice scientifique de son institut de recherche. Tu sais, ça, c'est vraiment du travail qui est fait pas au-dessus de ma tête, là, mais comme chercheur, j'avais jamais même pensé émettre un communiqué de presse avant que mon papier soit publié, alors que là, écoute, on en voit partout. Et combien de fois j'ai dû dire, moi, je ne commande pas sur un communiqué de presse avant d'avoir vu les données, puis même des études qui sont relativement low-key, le genre l'étude sur le risque de transmission de la COVID dans les écoles était sortie dans un communiqué de presse avant de sortir, puis quand on a vu l'étude, on a fait « wow ». La causalité n'est pas là du tout, même l'association moyen. Là. Donc, c'était du nouveau pour moi et j'y avais pas prêté attention avant. Je ne sais pas ce que Maryse en pense. Bien, c'est clair qu'il y a une pression sur les chercheurs, une pression de performance, une pression qui vient d'un besoin de dire, ben là, les chercheurs ne sont pas que dans une tour d'ivoire. Donc, c'est vrai que c'est important de faire en sorte que la science qu'on produit soit disponible pour la population parce que les chercheurs, la paie qu'ils reçoivent, ça vient des taxes de la population. Hein? Donc, les gens ont droit de comprendre aussi à quoi sert leur taxe. Bon, c'est sûr que je résume, puis là, je fais une relation, bon, peut-être que ce qu'on ne voudrait pas que les médias fassent. Là. Mais alors, vous voyez, donc, il y a ce besoin-là de vulgariser, puis de mettre à l'avant-plan les résultats pour que ça devienne disponible. Et puis, vous savez, le monde de la recherche, là, c'est un monde qui est appuyé, qui fonctionne sur la compétition. Et cette compétition-là, bon, ça peut être saine compétition, mais il y a toujours des effets pervers qui sont en lien. Donc, l'effet pervers, c'est que les gens poussent peut-être parfois dans une mauvaise direction. Ce que la COVID nous a montré, c'est que, bon, ça c'est heureux, et puis c'est ce qu'on veut aussi développer avec la recherche, c'est qu'on aille vers la collaboration. Puis comment on peut faire que la compétition et la collaboration puissent se marier, c'est pas toujours évident. Puis là, ben là, j'ai mon côté femme, là. C'est sûr qu'il y a toute la question, le monde de la recherche, c'est un monde d'hommes, axé sur la compétition. Donc, il faut alors naviguer là-dedans. Et bon, il faut toujours la question, dans ma tête, il y a une question de transparence et d'honnêteté. Donc, si on voit qu'un chercheur pousse sur des données puis qu'il va dans une mauvaise direction, mais les journalistes, ils vont comprendre et puis ils vont avoir de la réticence à retourner auprès de ce scientifique-là. Donc, toujours rester honnête là-dedans, puis dire, ben oui, j'aimerais bien ça, c'est une relation causale, mais bon, il y a ses limites et il faut l'expliquer. Dans le même ordre d'idée, M. Mercure, on voit des fois sur Internet, bon, sur des références plus douteuses, là, le fameux phénomène du clickbait, ça peut-tu être un danger pour un journaliste, justement, un peu de tomber dans le panneau des liens de causalité faciles pour finalement, parce que finalement, vous êtes dans la publication, vous aussi, pour un journaliste qui a des clics, que son message soit diffusé, c'est bon pour lui. Y a-t-il un danger de tomber un peu dans le panneau
de la science facile et puis de la diffusion de mauvaises informations pour des mauvaises raisons, finalement? Bien, je pense qu'il y a un danger, mais en tout cas, moi, je n'aperçois aucune pression pour publier des articles qui vont être lus, puis d'avoir des titres accrocheurs. Ça, en tout cas, chez nous, ça n'existe pas du tout, là. Nous, on essaie de transformer, pour vrai, on essaie de véhiculer une information correcte, puis on n'est pas, moi, je ne suis pas plus payé si les gens vont cliquer sur mon article, là. Mais c'est très insidieux. Puis je vous donne l'exemple du remdesivir. Je pense que c'était au printemps dernier. Tout le monde là, espérait qu'on ait un médicament pour la COVID. Puis là, le remdesivir, moi j'ai commencé à voir ça sur Twitter, sur les fils, remdesivir, résultats positifs. Et je me suis fait à moitié prendre dans le sens où les premiers communiqués qui ont sorti étaient ceux de l'entreprise. Alors là, j'étais extrêmement méfiant. Mais ensuite, on a eu un communiqué des NIH, des National Institute of Health. Et moi, dans ma tête, je me disais, OK, là, NIH, il y avait des mots très forts dans le communiqué qui disaient qu'il y avait des effets significatifs. Évidemment, l'étude, elle n'était pas là. On avait juste un communiqué de presse, mais moi, dans ma tête, le NIH, bon, c'était quand même assez crédible, là. Donc, on a fait un article qui, si j'avais à le réécrire, il serait sans doute très, très différent, là, parce qu'on a sans doute fait miroiter des espoirs qui étaient exagérés à cause de ce communiqué-là. Donc, ça montre à quel point il faut être vigilant. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on aurait dû, nous, attendre que l'étude soit publiée, attendre des mois pour rapporter que le remdesivir, il y avait des résultats positifs? Je ne pense pas non plus, là. Je veux dire, le hype était là, il fallait en parler. Tout le défi est d'en parler correctement. On a vécu la même chose ici avec la colchicine en passant. La colchicine, ça a été annoncé par communiqué de presse. Moi, j'ai fait un éditorial là-dessus, là, ce qui est encore, là, j'étais plus journaliste, j'étais éditorialiste. J'ai fait attention, j'ai souligné, j'ai essayé de mettre l'emphase sur le fait qu'on avait réussi à conclure une étude très rapidement de grand calibre au Québec en écrivant qu'il fallait que les résultats étaient encore à confirmer. Encore une fois, est-ce que l'éditorial est un peu trop triomphaliste? Avec le recul, sans doute, parce qu'on se fait prendre aussi, nous, il y a un mouvement, on espère comme tout le monde qu'il y a des choses, les nouvelles arrivent, on veut des bonnes nouvelles pour les gens. Et bon, malheureusement, on se fait, je dis induire en erreur, là, je pense qu'il n'y a personne qui a des intentions machiavéliques derrière ça. Il reste qu'un communiqué de presse, c'est un communiqué de presse, hein. Ça sert à faire valoir des résultats, ça sert à faire la promotion de quelque chose. Et moi, il y a eu quelques cas, justement, où j'ai dit, mon Dieu, qu'il faut être vigilant tout le temps, même quand ça vient de l'Institut de cardiologie, même quand ça vient des NIH. Un communiqué de presse n'est pas une étude, mais c'est très, très facile de se faire prendre. C'est vraiment intéressant. On mentionnait un petit peu plus tôt, ben, vous avez dit des fois des informations qui sortent par les médias sociaux. Dr. Quach, vous aviez mentionné votre dédain un peu pour les médias sociaux. Vous aviez quand même un compte Twitter qui était un petit peu plus actif l'année passée, en milieu 2020, en début de pandémie. Après été 2020, un compte plutôt silencieux. Y a-t-il une raison qui explique ce changement d'orientation-là ou ce dédain-là soudain pour les médias sociaux? En fait, j'ai jamais été très média social. J'ai pas de compte Facebook. J'ai un compte Twitter depuis l'Ebola parce que je suivais plutôt les informations. Et j'avais fait ça aussi avec la COVID. Et en mars 2020, je dis, écoute, il n'y a pas grand-chose en français. Il y a peut-être un espace à aller prendre. J'ai essayé, puis bon, c'était correct, mais je répondais rarement par Twitter. Je déposais de l'information, puis je m'en allais. Mais à un certain moment, je me suis mis à me faire taguer, puis à me faire poser des questions, et parfois à me faire envoyer des commentaires beaucoup moins agréables. Et j'ai décidé que pour ma santé mentale, je ne voulais plus rien savoir. Fait que j'ai donné mon compte au Com de Sainte-Justine. J'ai dit, vous le surveillez, mais on n'écrit plus rien. Et j'ai donc tout abandonné. Je ne fais même plus les suivis sur Twitter. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est épouvantablement chronophage. Parce que si tu veux rester à jour, tu passes du temps, là, ça défile sans arrêt. Même si tu te sélectionnes quelques comptes à suivre, tu passes ton temps là-dessus. Puis je n'avais pas de temps à mettre là-dessus. Je préférais aller faire autre chose, même si je ne vois pas souvent ma famille, au moins les voir un peu pendant ce temps-là. Mais c'est à ce moment-là que j'ai décroché. C'est quand je me suis fait critiquer sans arrêt. Puis c'est des critiques qui sont très acerbes parce que, tu sais, c'est rare que quelqu'un en pleine face te dise tu ne vaux pas une claque, mais ça peut être beaucoup plus facile par réseau social interposé. Et vraiment, ça a été pour pure santé mentale là, que j'ai dit que j'en faisais plus et que je regardais plus. On peut comprendre.
C'est certain. Docteur Gay, c'est-tu quelque chose, avez-vous fait usage des réseaux sociaux dans la dernière année? Pas du tout. Moi, je n'ai pas de compte Facebook, même si toute ma famille, mes collègues, la direction de santé publique à Montérégie est là-dessus. Moi, j'ai jamais été. Bon, c'est le temps. Hein, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que d'aller sur Facebook. Puis j'ai jamais aucun. Ça va aussi avec l'âge, j'imagine, là, mais je me dis, si les gens veulent me donner des nouvelles d'eux, ben, ils me trouveront par d'autres moyens. Par contre, la différence, c'est que j'ai des demandes de consultation individuelles que je reçois par courriel, courriel de l'université, surtout, là, que j'avais jamais eu ça avant la COVID. Même bon, j'étais beaucoup moins dans les médias avant. Là, j'étais occasionnellement, ça m'était arrivé d'avoir des fois des gens qui m'interpellaient par courriel, mais là, c'est plus régulier. Puis des messages négatifs, j'en ai eu pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns. On fait un delete là-dessus, mais ça, c'est juste par courriel. Mais les autres médias, je n'ai jamais été là-dessus. Puis tout ce que j'entends, puis ce que j'en connais, mais c'est à ne pas y être. Donc, tu vas écouter le message de Denis Turcotte. Tu vas rester loin de ça. Oui, bien, je n'avais pas besoin. Je n'y étais déjà pas. Monsieur Mercure, j'imagine, dans le cadre de votre métier, les médias sociaux, c'est sûr que ça devient un incontournable. Pour les journalistes, on vous voit souvent présent sur Twitter, justement. Comment vous gérez? D'abord, est-ce que c'est un outil que vous utilisez beaucoup? Et puis, comment vous gérez les commentaires et les interactions sur votre compte Twitter? Ben moi, je suis un peu comme nos deux autres intervenantes, c'est-à-dire que moi, d'un point de vue personnel, je suis vraiment pas, j'utilise presque pas les réseaux sociaux. Dans le cadre de mon travail, je n'ai pas le choix là, parce que Twitter, pour moi, c'est un outil pour voir ce qui se passe, en fait. S'il y a des trucs, en suivant les bonnes personnes, on sait ce qui arrive. On voit des débats aussi, puis moi, en tant qu'éditorialiste, maintenant, je peux trouver des sujets là, mais je suis très, très, très peu actif. Là. Je pose presque pas, puis je ne suis pas représentatif de ma profession. Là. Mes collègues, ils sont beaucoup, beaucoup plus actifs que moi. Moi, honnêtement, jusqu'ici, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de moi-même alimenter des débats. J'aime beaucoup mieux être observateur, aller voir ce qui se passe. Je trouve des intervenants, des fois, des gens qui commentent, qui ont l'air à savoir de quoi ils parlent. Mais je ne vois pas l'intérêt pour moi justement d'aller mettre moi-même des informations, des trucs dessus. Ce qui fait que je reçois très peu de commentaires via Twitter, là, ça arrive, là, mais peu. Par contre, moi, ma boîte courriel déborde chaque matin, aussitôt qu'on parle de quelque chose, particulièrement pendant la COVID. Là. Nous, à côté de nos articles, il y a une petite boîte qui dit « Écrivez-moi » et les gens ne se gênent pas. Puis on a pu voir pendant la COVID que les gens ne filent pas. Là. Nous, moi, je vois l'état mental des Québécois directement dans ma boîte courriel tous les jours. Puis c'est au point où certains commentaires, on les signale à la direction qui les transmettent à la police. Là. Ça arrive chez nous, là, des fois, là, parce que le niveau de civilité n'est pas toujours très haut. Là. Et ce qui était particulier pendant la COVID, c'est qu'on m'a accusé beaucoup d'être un porte-parole du gouvernement, d'être un perroquet, et au contraire, d'être un gérant d'estrade qui dit « Allez donc à la place de M. Legault, vous ne feriez pas mieux. » Tu sais, j'avais vraiment, vraiment les deux de façon très intense. Ça se calme un petit peu, là, mais remarquez que là, avec mon nouveau métier d'éditorialiste, évidemment, là, on prend position. C'est normal aussi qu'on suscite un débat, puis moi, j'aime bien répondre je passe quand même plusieurs heures par semaine à répondre à des gens là, quand le ton est minimalement correct. Là, ça fait partie de notre métier. Mais les réseaux sociaux, pour moi, c'est une étape là, où je fais une utilisation minimale. Vous êtes tous sur la même longueur d'onde, finalement, pour cette question-là. On approche des dernières minutes de notre table ronde. Peut-être en dernier tour de table, je vous demanderais peut-être de me nommer un vulgarisateur, soit qui vous inspire ou que vous admirez, puis peut-être de nous dire pourquoi. Moi, personnellement, j'aimais bien Jacques Lacourcière qui nous a quittés hier. J'espère que je ne vole pas l'idée de personne, mais je trouve que c'était un grand historien. Puis quand il était présent à la télé, il y avait une manière, bien, oui, de vulgariser, mais on voyait qu'il y avait une passion derrière. En tout cas, moi, ce que j'aime d'un vulgarisateur, c'est quand il semble passionné par son message. Donc, ça nous rattache puis ça nous captive. Est-ce que vous aussi, vous avez des vulgarisateurs comme ça qui vous passionnent?
Moi, je n'ai pas le choix de répondre. Hubert Reeves, là, c'est quelqu'un qui a carrément marqué mon adolescence. Là. Je me souviens d'avoir lu son livre qui s'appelait Poussière d'étoiles. Il me disait, mon Dieu, il aurait juste pu m'expliquer que les atomes qui forment mon corps ont été fabriqués dans des étoiles, mais il est allé, c'est déjà extrêmement intéressant d'apprendre ça, mais là, il est allé plus loin avec cette image de poussière d'étoiles. Et c'est ça que j'aime. Il va toujours chercher une image qui est presque poétique, là, M. Reeves. Là, puis on voit qu'il y a une passion de communiquer aussi qui est très forte. Là, donc, moi, ça a été carrément un modèle pour moi. Là. Excellent choix. Dr. Quach, avez-vous une star, une vedette de la vulgarisation scientifique que vous admirez? Là, tu vois, là, je suis vraiment pris de court. Je ne l'avais pas préparée, celle-là, puis je ne l'avais pas vu venir, puis ça ne me vient pas à l'esprit. Alors, non, pas là. Dr. Gay? Bien, encore là, bon, ça va trahir mon âge, mais même si ce n'était pas un vulgarisateur scientifique, moi, j'ai toujours aimé écouter René Lévesque. C'était... il avait beau avoir sa cigarette, là, puis parler comme ça, là. Bon, la première fois que j'ai voté, moi, j'ai voté que c'est quand le gouvernement du PQ est rentré. Fait que ça vous montre l'âge, mais c'est de le voir expliquer les choses, de le voir. Puis il y a une passion, mais c'était une passion comme on sentait que c'était en dedans, mais c'était pas très extériorisé, mais on le sentait. Bon, même si ce n'était pas scientifique, puis bon, ben là, Fernand Séguin, je l'ai moins connu parce que il était quand même à la télé. Alors, bon, dire que c'est des gens que je connais. Bon, il y avait Hubert Reeves aussi que j'avais mis dans ma liste, là, mais tu sais, que des gens que j'ai admirés, c'est des gens que j'ai connus puis que je trouvais intéressants. Mais je me suis jamais dit, oh mon Dieu, je ressemblais à ça un jour. Même, tu sais, une carrière médiatique, bon, je ne suis pas là-dedans, mais j'aspirais pas à ça non plus. Mais c'est comme les événements qui font que, bon, on arrive là, puis on sent une responsabilité sociale de le faire aussi. Je comprends. C'est quand même une excellente réponse. Peut-être en terminant, avez-vous des conseils, parce que c'est quand même notre groupe d'étudiants là, du Centre de recherche qui nous écoute aujourd'hui, avez-vous des conseils pour nos étudiants qui vont occuper ces fonctions-là possiblement plus tard, puis qui vont avoir besoin de vulgariser les résultats de leur recherche, de leurs travaux dans le futur? Avez-vous des conseils à leur donner? Je pense que Maryse l'a dit depuis le début. Là, je pense qu'il faut être transparent puis honnête. Une fois que ça s'est dit, ça va. L'idée, c'est de ne pas prendre les médias pour nécessairement faire rejaillir la lumière sur soi. Là. Il y a une certaine humilité à garder face à la science puis à nos découvertes. Et quand on y va de façon très honnête, je pense que ça passe généralement bien. Puis bon, je pense que de lire beaucoup pour être capable de parler aussi correctement, moi, ceux que j'admire, ce sont ceux qui sont capables de faire des phrases qui tiennent la route. Autrement, ça m'énerve. Mais donc, pour arriver à ça, il faut être capable il faut avoir lu, puis il faut être capable de s'exprimer, puis de pratiquer aussi cette communication orale-là, pas juste dans les médias, mais de façon générale. Mais donc, c'est la base, mais il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Moi, je sais que mes fils aiment bien faire des débats, alors eux s'amusent comme des petits fous. Mais c'est vraiment ça pour moi la base. Dr. Gay, avez-vous des conseils pour vos étudiants? Premièrement, c'est de se dire, le contenu que je vais livrer, là, surtout quand on parle de nos recherches ou les recherches qu'on a produites, il n'y a que moi qui le connais aussi bien. Donc, il ne faut pas aller dans un sentiment « j'ai peur de ce qu'ils vont me dire ». On peut avoir une certaine appréhension, mais c'est moi qui le connais. Donc, on peut pas m'avoir sur mon contenu, je le connais. Donc, déjà, se sentir rassuré par rapport à ça. Bon, comme Caroline l'a dit, bon, pratiquer, essayer de penser au préalable à quelles questions on peut se faire poser, parce que peut-être qu'ils ne les poseront pas, ces questions, mais juste le fait de faire l'effort mental de penser à quelles questions, ça nous fait penser à d'autres affaires. Puis là, on dit « Ah oui, ça! » Puis « Ah, il faut que j'aille vérifier ça. » Donc, on va vérifier. Puis aussi, il ne faut pas trop s'en faire. Je pense que en étant honnête et transparent, comme le disait Caroline, c'est la clé du succès et vraiment se pratiquer comme Adèle. Monsieur Mercure, un mot de la fin pour conseiller nos étudiants? J'aurais peut-être tendance à dire, ayez pas peur de nous. Nous, surtout quand on interviewe des scientifiques, on n'est pas là pour piéger les gens. Là. On est là pour avoir votre expertise puis la rendre au public. J'étais honnêtement très, très agréablement surpris d'entendre Dr. Quach dire qu'il n'y a personne sur sa liste noire puis que ça va généralement très bien.
c'est quand même un bon signe, là. Donc, j'aurais le goût de dire aux étudiants, n'ayez pas peur des médias, là. Si vous êtes en sciences politiques, je dirais, c'est un autre message, là. Les politiciens, on est dur avec eux, c'est vrai, mais avec les scientifiques, nous, on est là pour avoir votre expertise avec un regard curieux puis reconnaissant, d'habitude, là. Donc, venez vers nous, on va vous écouter. Donc, une relation de confiance, ouais, c'est très bien pour le mot de la fin. Écoutez, je voulais terminer en vous remerciant à nouveau énormément pour votre temps cet après-midi. Vraiment, c'était une discussion très enrichissante, du moins pour moi, et j'espère pour notre auditoire, nos étudiants du centre de recherche. Alors, encore une fois, M. Mercure, Dr. Gay, Dr. Quach, un immense merci de ma part, de la part de toute l'équipe du centre de recherche et de notre auditoire. Puis au plaisir de vous revoir pour un autre entretien, je l'espère. Merci. Merci beaucoup. Merci.